20h l'événement et une nouvelle page d'actualité dans notre émission. Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans l'info du vrai sur Canal+. De Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, en passant par Éric Ciotti, les critiques ont été très violente contre le gouvernement après le passage d'Irma dans les Antilles françaises. Les deux derniers ont réclamé une enquête parlementaire qui aura bien lieu d'ailleurs et qui visiblement n'inquiète pas le Premier ministre. Dans un instant, l'analyse d'une crise avec nos spécialistes, Anne Rosencher de l'Express et le sondeur Brice Teinturier. Alice, le chef de l'État est arrivé sur place à la mi-journée. Oui, et il va d'ailleurs passer la nuit sur place, sur cette île de Saint-Martin, avant de se rendre demain à Saint-Barthélemy. Arrivé par un hélicoptère depuis la Guadeloupe, le président a pris la parole avant de se rendre au chevet des sinistrés. Sur place, beaucoup attendent de la visite du président des annonces concrètes. D'autres n'ont plus qu'une idée en tête, s'en aller. Louise Malnois. La tempête n'est pas terminée pour le président. Avant même d'atterrir en Guadeloupe, il étudie les moyens mobilisés et les priorités d'action. Alors on n'en fera pas d'eau potable, on en fera de l'eau d'hygiène. Le plein régime, on n'a pas avant 3 mois. Rétablir le réseau d'eau potable, l'électricité et la couverture téléphonique font partie des urgences. Accompagné de la ministre de la Santé et du ministre de l'Éducation nationale, le président retrouve la ministre des Outre-mer et fait le point. Et le retour à la vie normale, c'est aussi et surtout la santé et l'école. L'hôpital de Saint-Martin fonctionne de nouveau depuis hier. Des tentes gonflables doivent être acheminées aujourd'hui pour permettre d'assurer les cours. Cible de la colère des sinistrés et de ses adversaires politiques, Emmanuel Macron tente d'étouffer toute polémique. Compte tenu des contraintes et des incertitudes à la fois météorologiques et géographiques, il n'était pas possible d'avoir une anticipation supérieure à celle-là, compte tenu même du caractère inédit de cet événement. Priorité pour le président, à l'action. Il a appelé à la dignité et l'union nationale. Emmanuel Macron s'est dit prêt à répondre de l'action du gouvernement devant le Parlement. Direction ensuite Saint-Martin. Survol d'une île fantôme, détruite à 95%, avant d'aller au chevet de ses habitants. C'est sur sa page Facebook que le président relate ses échanges avec eux. On a fait au maximum pour envoyer des forces de secours. Souriant, Emmanuel Macron veut se montrer à l'écoute et surtout rassuré. Car les candidats au départ sont nombreux et en colère. Alors on l'a vu dans ce reportage, dès son arrivée, Emmanuel Macron a voulu mettre un terme à la polémique sur la réaction du gouvernement face à cette crise. Ce qui a surtout été critiqué par les responsables politiques, c'est un manque d'anticipation. Marine Le Pen dit que l'exécutif n'a rien prévu quand Jean-Luc Mélenchon dénonce le manque de moyens déployés. Des critiques auxquelles les membres du gouvernement ont répondu les uns après les autres. Le Premier ministre regrettant une polémique politicienne. Antoine Magnan. Face à une polémique qui enfle et des critiques de plus en plus nombreuses de ses opposants, le chef du gouvernement choisit de répliquer. Il peut arriver que certains, alléchés par les souffrances, se complaisent dans des polémiques politiciennes. Parmi les figures politiques visées par le Premier ministre, Marine Le Pen. Pour son meeting de rentrée, la présidente du Front National décide d'attaquer l'exécutif et sa gestion de l'ouragan Irma. Rien n'a été prévu, rien n'a été anticipé. Les moyens de secours et de maintien de l'ordre sont tout à fait insuffisants. Être français, dans un territoire français, doit postuler un niveau de soutien, de solidarité et de protection qu'aujourd'hui, face à cette catastrophe, le gouvernement est incapable d'assurer. Sur l'île de Saint-Martin, les images des pillages choquent. Alors à droite, on s'empare de la question sécuritaire, une occasion de faire entendre la voix de l'opposition. Voir ces scènes de pillage, ça me choque et je dis que c'est pas supportable et qu'il faut réfléchir pour que plus jamais ça se produise. Donc il faudra un retour d'expérience, il faudra peut-être réfléchir, une commission d'enquête. Toute la lumière doit être faite. Une commission d'enquête parlementaire, également appelée de ses voeux par Jean-Luc Mélenchon. Je suis déjà très en retard. Même le chef de l'État est obligé de se justifier au milieu d'un bain de foule hier à Toulouse. J'espère que vous allez faire quelque chose parce qu'on n'est pas qu'une terre de vacances quand on y va. Mais vous savez, voyez, il y a des services de l'État. Il y avait... Embrouillez pas monsieur Macron. Non mais je veux savoir, il y a des familles là-bas, on a des proches. On veut pas être considéré comme... C'est le moment de montrer qu'on n'est pas
pas que des Français. Il y avait samedi 400 000. Terre de vacances. Mais bien entendu, c'est pour ça que j'y vais. L'exécutif fait bloc face aux attaques et trouve parfois des soutiens inattendus. Je trouve que cette polémique politique à 7000 km ou 6000 km d'un territoire dévasté entre des gens qui vont bien et qui tout va bien, je la trouve un peu déplacée. Je suis assez mal à l'aise parce que j'imagine que l'État a essayé de répondre. Merci mesdames et messieurs. Le gouvernement espère maintenant que la visite du chef de l'État permettra de faire désenfler la polémique dont il se serait bien passé en cette rentrée mouvementée. Bonsoir Anne Rosencher. Bonsoir. Vous êtes directrice déléguée de la rédaction de l'Express, en une de main de votre journal Programme scolaire, arrêtons le n'importe quoi. Bonsoir Brice Teinturier. Bonsoir. Politologue, directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos. La politique, c'est la politique, mais pour aller très simplement à l'essentiel, est-ce qu'on lui fait, je vous parle d'Emmanuel Macron, un procès injuste, voire ridicule? On est quand même en train de parler d'un ouragan. Moi, je crois que oui, que la nature des critiques qui ont été proférées ne va pas impacter dans l'opinion publique comme leurs auteurs l'espèrent. Parce que il y a deux sujets. Il y a l'anticipation et il y a ensuite la réparation. Sur le sujet de la réparation, on le voit bien, les moyens mobilisés sont quand même extrêmement importants. Le président se rend sur place, les ministres sont présents et mobilisés. Donc je ne pense pas que les Français vont avoir le sentiment qu'on abandonne ces territoires. Et sur le sujet de l'anticipation, tout le monde comprend que malgré tout, il est quand même difficile d'anticiper la violence d'un cyclone suffisamment longtemps à l'avance pour pouvoir déployer de manière préventive tout ce qu'on pourrait idéalement déployer. Donc peut-être que tout n'a pas été fait. À la limite, il y aura une commission d'enquête parlementaire, on verra. Mais je crois que quand les pouvoirs publics, quand le Premier ministre et le Président parlent de politique politicienne, qu'en réalité, ils touchent assez juste et que les auteurs, que ce soit Marine Le Pen ou Éric Ciotti, donnent le sentiment de vouloir instrumentaliser ce qui reste perçu quand même comme un drame. Anne Rosencher. Moi, je suis assez d'accord sur la question de l'anticipation des dégâts, parce que c'était très compliqué de prévoir. En revanche, là où je pense que ça fait un petit peu plus mouche et ce qui a ému les gens, ce sont les scènes de pillage. Parce que ça, peut-être, il aurait été plus facile de l'anticiper compte tenu de ce que l'on sait déjà de l'île qui est frappée par la pauvreté. C'est une île, d'ailleurs, une des étudiantes ou des passantes le prenait à partir en disant on n'est pas qu'une terre de vacances. Il y a un côté, c'est une destination de vacances de luxe avec beaucoup de petites main-d'œuvre très très mal payées. Et donc, nous avons beaucoup de pauvreté sur cette île. Et quand même, quand il y a des cyclones de cette envergure-là, je pense que, pour le coup, l'anticipation aurait pu être faite de ces pillages. C'est ce qui a le plus choqué les gens, car dans le territoire de la République, la première mission de l'État, c'est quand même d'assurer la sécurité. Et c'est un petit peu ce qui a ému, je pense. Il y a une réponse, mais qui n'est peut-être pas audible, qui a été faite notamment par la ministre des Solidarités et de la Santé, qui dit on est désolé, oui, il y avait certainement peut-être pas assez de policiers, de forces de l'ordre, voire de gendarmes sur place. Mais en revanche, le bloc opératoire de l'hôpital, en dépit de tout ce qui s'est passé, n'a jamais arrêté de fonctionner. On pouvait continuer de faire accoucher les mamans. En gros, on a fait un choix qui était celui de la santé et du sauvetage. Est-ce que ça s'entend? Est-ce que dans ces cas-là, ce type d'arguments, qui sont des arguments raisonnables, ils sont entendus? Anne Rosencher. Oui, de toute façon, on voit bien qu'il y a eu une solution d'urgence et qu'il a fallu pallier cela. Mais cela dit, encore une fois, je pense que les scènes de pillage, j'ai entendu les gens autour de moi qui s'en émeuvaient. C'est quelque chose, je pense, qui a marqué, même si, en effet, il faut signaler. Alors, je crois que les lits d'hôpitaux sont passés de 82 à 17, donc ils ont vraiment dû faire au plus urgent. Après, le fait qu'il y ait une instrumentalisation politicienne, ça ne fait aucun doute. Clairement, la droite, il voit une façon de rebondir dans une opposition, vu que pour l'instant, l'opposition est un petit peu trustée par Jean-Luc Mélenchon avec la loi travail. Donc, forcément, il y a en effet peut-être ce désir de s'en saisir pour apparaître quand même dans l'opposition. Brice Teinturier. Oui, certainement, et ça permet de mobiliser le carré des déjà convaincus et de donner, comme on dit, un petit peu de grain à moudre. Mais je crois aussi que pour Emmanuel Macron et le Premier ministre, que cette polémique vienne sur ce sujet et en ces termes n'est pas une mauvaise chose. Ça lui permet d'alimenter aussi la dichotomie qu'il cherche à imposer entre les représentants du vieux monde et ce que lui essayerait de faire. En l'occurrence, il fait quand même un peu représentant du vieux monde en y allant comme ça, dans une espèce de fébrilité. Ça rappelle d'autres visages, lui qui avait théorisé l'idée de ne surtout pas répondre à l'urgence dans une communication, parce que concrètement, ce qu'il fait là n'a pas beaucoup de conséquences. En même temps, ne pas y aller, ça aurait été quand même très compliqué.
Il pouvait envoyer des ministres qui étaient quand même les plus... c'est-à-dire que ceux qui ont vraiment de quoi décider de faire des choses, ce sont les ministres qui sont en charge des dossiers. Là, il est en effet au chevet, on va dire, donc il donne un message que la République n'abandonne pas. Et lui, en tant que représentant de la République, en effet, il fait ce choix-là. Néanmoins, de la part de quelqu'un qui avait théorisé le fait de ne pas faire de la com de l'urgence, il y sacrifie un petit peu. Alors, on est quand même clairement, pour le coup, alors ça reste le petit prince de la communication, parce que la scène dans l'avion où il est filmé en train de prendre ses décisions, on a l'impression d'être au cinéma aux États-Unis, la tenue, la façon de s'adresser aux gens, la chemise blanche, je remonte mes manches, tout ça est quand même étudié de très près. Est-ce que vous pensez que c'est excessif ? Ça, je pense que c'est quelque chose de plus globalement qui peut être perçu effectivement comme trop réglé en permanence et peut-être trop excessif. Je pense que les Français décryptent la communication, c'est pas en soi un problème, mais quand ils ont le sentiment, quand ils peuvent avoir le sentiment que tout cela est justement trop surjoué, eh bien là, ça peut devenir un problème. En l'occurrence, dans ce cas-là, je ne pense pas que ce soit la situation. On est dans une situation d'urgence, avec des images, vous l'avez rappelé, qui, en termes d'émotion, sont quand même très fortes, à la fois sur les ravages ou sur les pillages. Et on a un président réactif, qui y va, qui donne le sentiment de mobiliser des forces importantes, qui se comporte dans les symboles un peu en chef de guerre, comme si on était vraiment dans une situation de crise. Donc il est difficile de trouver la matière à critique. Je fais le point de contact avec ce qui se passait aujourd'hui en métropole. En l'occurrence, les manifestations, ils ne pouvaient pas savoir en partant que ça serait un semi-échec, ce qui est visiblement le cas ce soir. Est-ce que vous pensez qu'il avait aussi intérêt, alors là, on est dans la communication pure, à filer aujourd'hui pour aller là-bas? Ça faisait une petite diversion. Après, on ne peut pas ne pas y penser un petit peu. On ne peut pas ne pas y penser, et que c'était un effet secondaire positif théorisé, c'est possible. Je suis d'accord pour dire que là, on est à la limite. C'est peut-être pas l'excès de com qui va marquer les gens, si ce n'est que, même dans le discours qu'il a prononcé sur place et dans les annonces qu'il a faites, il est resté quand même dans des grandes généralités, et il aurait pu annoncer plus de concret qui aurait laissé entendre qu'il n'y avait pas que de la com, qu'il y avait aussi une prise en compte de ce qu'on disait, à savoir un territoire qui quand même fonctionne. On a du mal à croire, quand on voit les images aujourd'hui, que c'est une destination de vacances de luxe quand même. Donc c'est cette prise en compte de ce modèle-là, peut-être qu'il aurait pu essayer de nourrir en y allant. Brice Teinturier. En même temps, moi je trouve que la couverture médiatique de cet ouragan est colossale depuis 3 jours, et que les Français ont énormément d'informations sur le coût que ces ravages vont causer, sur les moyens aussi qui sont mobilisés, humains, matériels, en matière de ravitaillement, en matière de militaires également mobilisés. Donc tout cela donne plutôt le sentiment qu'il y a une très grande réactivité. L'anticipation, on peut toujours en discuter, mais la réactivité et le contenu concret des mesures, moi je crois, est très présent à travers les images. C'est pour ça qu'il y a peu d'angles d'attaque, me semble-t-il, pour l'opposition. Justement, puisque je vous tiens et que vous êtes sondeur et que vous êtes extrêmement compétent, il en est où de sa courbe de sympathie et de sa courbe de popularité? Il l'inverse? Eh bien, il a beaucoup baissé. Il est maintenant, dans notre jargon, ce qu'on appelle en différentiel négatif. C'est-à-dire qu'il y a plus de positions négatives ou critiques que favorables. Il est en dessous du niveau qu'avait François Hollande à la même époque. Donc très clairement, il y a eu une dégradation très forte. Ce que je crois intéressant et un peu inédit, c'est le sentiment qu'on a qu'Emmanuel Macron n'y accorde pas beaucoup d'importance, à tort ou à raison, et moi je pense qu'il devrait y accorder peut-être un peu plus d'importance. Mais on voit bien qu'il avance sur toute une série de fronts, comme s'il avait déjà anticipé que mécaniquement ça allait faire fondre sa popularité. Eh bien c'est le cas dans toutes les couches de la population, les gens âgés comme les plus jeunes, les catégories populaires comme les catégories aisées, les sympathisants de gauche comme une partie non négligeable maintenant des sympathisants de droite. Donc il y a une réelle divergence qui commence à se poser entre le pays et le président. Mais là, il est dans l'action et il avance manifestement plusieurs réformes sans se soucier de sa popularité. Ça a été historiquement rapide, cette baisse de popularité? Oui, c'est très rapide, puisque déjà on avait mesuré que la baisse de François Hollande à l'été 2012 était historiquement très rapide. Oui. Là, on est encore dans un schéma très rapide. Ce qui est frappant, c'est aussi l'ampleur de la baisse. Et maintenant le niveau, parce que le niveau était encore malgré tout conséquent, oui. À 40% d'opinion favorable, on a un matelas qui reste encore important. Alors là, ce niveau commence à être clairement en dessous des 40%. On donnera notre baromètre pour le point jeudi, et on a quelques éléments qui nous permettent de penser que la baisse sera malgré tout importante. Elle continue. Mais elle continue.
Mais en dessous de 35 ? On n'est pas... Pas loin de 30 ? Voilà. Mais on n'est pas dans une zone qui non plus est une zone à 20 ou à 22%, dans laquelle était par exemple encalminé François Hollande, et là qui vous paralyse, qui vous pose un vrai problème. Mais la baisse est forte, incontestablement. Anne Rosencher. Ce qui est compliqué, c'est qu'il hérite de toute façon d'une situation qui est un petit peu maudite dès le départ, parce que bien que son élection soit une surprise et en effet un tour de force. Donc ça nous a un petit peu, ça a un peu fait taire les critiques au départ, parce qu'on avait toujours l'impression d'être renvoyé à ceux qui avaient prédit une bulle, ceux qui étaient cyniques, etc. Il n'arrête pas d'ailleurs de rappeler ceux qui étaient cyniques. Néanmoins, il y a quand même quelque chose d'arithmétique à rappeler, qui est qu'il a un socle électoral d'adhésion qui est quand même très faible. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, s'il attend d'avoir de la popularité pour gouverner, il est mal parti. Mais il a une charge terrible qui est de réformer sur des idées qui sont minoritaires dans le pays, et peut-être pour des bonnes raisons. Ça, c'est une autre discussion. Mais c'est compliqué, oui, son équation est compliquée. Et je crois que ce qu'il joue du coup beaucoup, c'est l'action, l'action, l'action. Donc les réformes et l'action, comme on le voit au cours de cet ouragan. Être en permanence en mouvement et dans l'action, et faire fi de sa popularité, parce qu'effectivement, le socle initial était relativement faible. Les équipes de reportage de l'Info du Vrai sont évidemment sur place. Chez les rescapés de l'île, il y a ceux qui veulent rebâtir et puis ceux qui veulent absolument fuir le désastre. Certains vont jusqu'à mettre le feu aux décombres de leur propre maison, mais tous se retrouvent au pied du seul émetteur encore debout à Saint-Martin. Sur place donc, nos envoyés spéciaux François-Xavier Rigaud et Basile Bonne. Attendez. Allez-y, madame. Madame derrière aussi, avec le petit. Quitter Saint-Martin par tous les moyens, tous les jours, depuis jeudi. Ils sont des centaines à tenter leur chance. On attend qu'on soit appelé, on a des numéros, on a dû attendre dans la petite cabine à côté. Et voilà, et on attend qu'on soit appelé. Mais d'abord, c'est les bébés et les femmes en premier. Le manque d'anticipation est régulièrement pointé du doigt. Je trouve ça lamentable. Oui, ils savaient qu'il allait se passer quelque chose de grave. Oui, ils savaient, Force 5, c'était obligé, ils auraient dû prévoir des avions, des militaires avant. Il y a le président Macron qui va arriver. Super. Ouais. Depuis la semaine dernière, on nous dit demain. Depuis 6 jours, on nous dit demain. Ici, pas d'électricité, pas ou peu d'eau, et comme seul point de communication avec le monde, cette petite colline surplombant la ville de Marigot. On a passé le cyclone sous l'évier, on a vu le toit voler, on a vu toutes nos affaires s'envoler. Il y a encore 2-3 personnes, on ne sait pas où est-ce qu'elles sont, on essaie d'avoir des nouvelles. Maintenant on a peur des pilleurs, on a peur des gens armés. Je ne sais pas ce que foutent les militaires ou les gendarmes. Chercher du réconfort et partager aussi les rares bonnes nouvelles. J'ai dit prépare une belle robe. Il y a des gens, ils ont encore plus tout perdu. Parce que Kevin, il m'a enfin demandé en mariage. Il a attendu un ouragan de catégorie 5 pour le faire. La menace du cyclone José a retardé l'intervention des pompiers militaires. Les premiers déploiements ont concrètement débuté dimanche, 4 jours après le passage d'Irma. Et d'habitude, il y avait des militaires qui venaient nous donner un coup de main. Où sont-ils? On dit qu'on croit qu'il y a plein de gens qui sont arrivés, mais on ne voit personne. On n'a jamais vu personne. On ne voit personne. Au même moment, les gendarmes, lourdement armés, sont désormais très visibles dans les rues de Saint-Martin. L'électricité, elle arrive bientôt. Ok? D'accord. Là, ça arrive. Je sais pas. Donc on a ça, tout va bien, les messieurs. On ne va jamais se mentir. Ok? On se dira tout le temps la vérité. Ok? Donc je ne sais pas quand. Il n'y a pas de date. Les dates, c'est compliqué. La nourriture, il y a des bateaux qui arrivent. La France, elle est très solidaire. De l'eau, de la bouffe, il y en aura, on n'en manquera pas. On n'en manquera pas, je vous le jure. Ok? Mais on a besoin de vous. Et on a besoin que vous fassiez pas de bêtises. Ok? On arrête les bêtises et on cède. Et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Non, je pleure pas. On est fort. Tout va pour le mieux. Phil et ses amis
eux, n'ont pas du tout l'intention de fuir. Est-ce qu'il reste des choses à acheter chez toi? Il y a de l'eau? Il y a de l'eau? C'est la force des événements. C'est là, la nature a repris ses droits, tout simplement. Et on sent que la nature, aujourd'hui, elle a envie de reprendre ses droits. Parce qu'on a joué aux apprentis sorciers, on a l'impression qu'on peut faire des digues, qu'on peut faire ceci, qu'on peut faire cela, qu'on peut s'avancer sur la mer, qu'on peut être partout. Et que finalement, tout est possible, tout est réalisable. Mais on s'aperçoit que dès qu'il y a un événement un peu délirant, comme celui-là, il faut revenir tout simplement aux bases. Orient Bay, ville touristique emblématique de l'île, est elle aussi dévastée. Ils mettent le feu à leur maison là parce qu'ils reviendront plus, c'est fini. Et vous faites quoi, vous? Moi, je m'en vais. Ma famille est partie déjà, je m'en vais, il n'y a plus rien à faire. Je reviendrai peut-être dans 1 an, 2 ans. Mais pour l'instant, regarde, tu sens l'odeur ici, c'est la mort. C'est fini, il n'y a plus rien. Fuyez. Le reportage très impressionnant de François-Xavier Rigaud et Basile Beaune. On se rend compte que quand on est sur place, au cœur des difficultés, qu'on voit aussi les rapports avec les gendarmes, vraiment la question des pillages et de l'insécurité a été essentielle, Anne Rosencher. Vous avez insisté là-dessus. J'ai insisté là-dessus parce que je pense que même, c'est-à-dire que sans prendre en compte l'anticipation de la force du cyclone, parce que ça, les experts vous disent que c'était très compliqué, la force n'a été estimée que la veille quasiment d'à quel point il allait être fort. Néanmoins, même avec une gravité de moindre envergure, je pense que compte tenu des expériences qui ont été faites déjà jusque-là dans ce genre d'endroit où il y a beaucoup de pauvreté, les pillages étaient, me semble-t-il, la chose qu'il fallait anticiper. Et c'est ce qu'on voit, c'est ce qui émeut le plus les gens sur place. Ils ont peur et ça, forcément, c'est quelque chose qui interpelle. Alors, reste la question de l'action politique, de la popularité de l'image. On évoquait tout à l'heure, vous et moi, Nicolas Sarkozy, et son activisme dans de pareilles circonstances. Il y a un point de contact avec ce qui se passe là ? Oui, moi je trouve que dans les codes, dans le registre d'Emmanuel Macron, il y a du Nicolas Sarkozy de 2007. De plus en plus, d'une certaine façon. Oui. Cette capacité à aller très vite sur le terrain, le fait d'être en chemise même par moment, de s'entourer en termes visuels des militaires, de montrer qu'on est dans l'action, tout cela rappelle quand même assez furieusement le Nicolas Sarkozy du tout début et tranche avec les images qu'on avait à propos de François Hollande. C'est pas du tout le même registre. C'est vrai aussi pour la liberté de parole ? C'est-à-dire le fait de dire des choses comme ça, abruptes. Vous avez raison, c'est d'aller au contact aussi des gens et de dire les choses, de dire les choses, y compris si cela peut générer des réactions fortes, y compris s'il y a de la polémique, y compris s'il y a de la provocation perçue ou de la provocation réelle. Il n'a manifestement pas peur de cela et là on retrouve des éléments qu'utilisait également Nicolas Sarkozy. Vous faites partie de ceux qui, de façon définitive, pensent qu'il a utilisé le mot fainéant en sachant très bien ce qu'il faisait et en le balançant dans des circonstances qui ne lui ont pas échappé. C'est ma dernière question, il faut qu'on soit rapide. Non, je ne pense pas qu'il savait que ça allait prendre cette tournure-là. C'est-à-dire que ça lui a... je pense que la façon dont il a été interprété et notamment brandi par la France insoumise comme un slogan pour le contester, lui a échappé. Je pense qu'il voulait plus viser l'immobilisme de ceux qui critiquent de l'ancien monde, etc. Et c'est intéressant que c'est tourné comme ça parce qu'à mon avis, ça veut dire quelque chose de comment les Français le ressentent aujourd'hui. J'ai discuté avec des personnes qui étaient sur place, qui disaient que dans le contexte, au moment, personne n'y a accordé une grande visibilité, une grande importance. Alors après, je crois qu'il a post-rationalisé, en revanche, ces termes, en les assumant totalement, mais qu'effectivement, sur le moment, je ne suis pas sûr que ça ait été volontairement dit pour provoquer l'effet que cela a provoqué. Anne Rosencher, Brice Teinturier, merci. Tout de suite, le reste de l'actualité avec vous, Alice. Avec des changements à venir pour les titulaires d'un plan épargne-logement, la présentation évidemment en grande pompe du tout dernier iPhone. Mais d'abord, on en parlait il y a quelques minutes, la première mobilisation contre la loi travail, premier test dans la rue pour Emmanuel Macron. Des centaines de pancartes, de slogans, mais une seule et même cible, Emmanuel Macron. Partout en France, première journée de mobilisation générale contre sa réforme du Code du travail. Dans les rues de la capitale, plusieurs milliers de personnes ont répondu à l'appel lancé par la CGT. Nous, on a eu la phase de concertation, on a participé à 7 réunions avec le gouvernement. Mais quand le gouvernement et le président de la République ne veulent pas entendre, il n'y a pas d'autre solution d'impliquer les salariés, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Du côté de la Canebière, Jean-Luc Mélenchon a presque volé la vedette aux syndicats.
Que M. Macron dise qu'il ne va pas céder, ce n'est pas une surprise. Ce qui va être la surprise, c'est qu'il va finir par céder. Parce que ce pays ne veut pas du monde libéral où tout le monde est en guerre contre tout le monde et n'a aucun droit. À Bordeaux, un important cortège de forces ouvrières ouvrait la marche, même si le syndicat n'a pas appelé à manifester, symbole d'une opposition en ordre dispersé, mais prête à faire entendre sa voix aussi longtemps que nécessaire. Le candidat Macron s'y était dit favorable. La procréation médicalement assistée sera prochainement ouverte à toutes les femmes, y compris les couples de lesbiennes. C'est la secrétaire d'État chargée de l'égalité homme-femme qui l'a annoncé ce matin. Comme l'ensemble des engagements de campagne du président de la République, il sera tenu. C'est aussi une question de justice sociale pour permettre aux femmes qui sont lesbiennes ou célibataires de pouvoir avoir un accès à la PMA comme les femmes hétérosexuelles en couple. La fin d'une discrimination pour Marlène Schiappa. Jusqu'ici, la PMA était réservée aux couples hétérosexuels confrontés à des problèmes de fertilité. Mais les célibataires ou couples de femmes déterminés traversent aujourd'hui les frontières pour recourir à la PMA en Espagne ou en Belgique. En juin dernier, le Conseil consultatif national d'éthique avait rendu un avis favorable à l'ouverture de la PMA pour les femmes, célibataires ou en couple homosexuel. Une mesure qui sera présentée dans le cadre de la révision de la loi bioéthique en 2018. L'argent qui dort rapportera bientôt un peu moins. Dans un entretien accordé aux Échos, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé le changement d'imposition du plan épargne-logement. Aujourd'hui, les intérêts du PEL sont taxés à hauteur de 15,5% à partir de 12 ans d'ancienneté. Un taux qui passe à 30%, appliqué dès la première année pour les plans ouverts à compter du 1er janvier prochain. Traduction, pour 1 000 € placés sur un PEL aujourd'hui, les intérêts versés sont de 8,45 €. À compter de 2018, ils rapporteront 1,45 € de moins. Même refrain pour l'assurance vie. Un prélèvement forfaitaire de 30% sera également appliqué dès 150 000 € épargnés pour la même personne. Des mesures présentées dans le projet de loi de finances 2018. Le but, que les Français, champions de l'épargne, deviennent champions de l'investissement. C'est ce soir qu'Apple présente sa nouvelle perle, l'iPhone 8 et sa version anniversaire, l'iPhone 10. Le prix, entre 800 et plus de 1100 €. Pour vous faire débourser ces sommes, la marque à la pomme mise sur des fonctions toujours plus high-tech. Ces nouveaux modèles sont entièrement en verre et encore plus rapides. On est bien loin du tout premier modèle lancé il y a 10 ans. J'en ai 2. C'est merveilleux. Entièrement tactile, misant toujours sur le très haut de gamme, l'iPhone a bousculé les codes et la physionomie du marché mondial. Mais après une explosion des ventes les premières années, les derniers modèles ont eu du mal à convaincre. Reste à savoir si ce nouveau produit, présenté une nouvelle fois comme révolutionnaire, parviendra à relancer les ventes de la marque. Et le tout dernier chiffre de la soirée, Alice, celui du ministère de l'Intérieur qui annonce, lui, 220 000 manifestants aujourd'hui dans l'ensemble du pays. Tout de suite, 20 h le reportage. Ce soir, profession champion vidéo. Il vient d'avoir 18 ans, il gagne d'ores et déjà 10 000 € par mois en jouant sur Internet. Steven est désormais installé à Berlin où, comme un joueur de football, il a rejoint une équipe et ça ne plaisante pas. 6 heures d'entraînement par jour. Nicolas Herbeau et Louis Sibyl. Parce que le public français c'est le meilleur du monde à LOL quoi, c'est tout. Bonjour Paris. Ce dimanche-là, près de 12 000 supporters survoltés assistent à une finale d'un très haut niveau. Mesdames, messieurs, ce soir 10 joueurs vont s'affronter pour le titre de champion d'Europe. Champion d'Europe d'un sport devenu planétaire qui réunit 100 millions de joueurs dans le monde. Le jeu vidéo League of Legends.
Et parmi les champions qui font vibrer les gamers, ce jeune de 18 ans. Depuis plusieurs mois, Steven est joueur professionnel. Il vit à Berlin et ne revient que rarement en région parisienne où il a grandi. C'est là qu'il va disputer sa toute première finale européenne. Paris, ça me manquait depuis et je vais voir de nouveau ma famille. Et je suis plutôt excité pour la finale. Ce sera une première fois que je vais jouer devant la foule française et j'ai très hâte. J'ai toujours entendu dire que la foule française, c'est la meilleure, quoi. Hansama, c'est son pseudo et très attendu. Il est devenu le chouchou du public français, l'un des meilleurs joueurs européens. Pour lui, tout commence à 11 ans, au collège, quand son frère l'initie. Au début, j'ai pas trop aimé parce que j'étais assez accroché à notre jeu et au final, on n'a qu'un PC, il m'a forcé. C'est mon grand frère, du coup, j'ai pas le choix. Sans rancune, apparemment. Le jeu vidéo prend alors beaucoup de place dans sa vie. Depuis qu'il est pro, Steven a même mis l'école de côté. Mais son avenir n'est pas que virtuel. S'il vit aujourd'hui de sa discipline, l'adolescent a d'autres rêves. Plus tard, quand je serai plus vieux, j'aimerais faire artiste. Les mangas, c'est ma grosse passion. Et je rêve de réaliser un manga plus tard. L'imagination et la concentration sont ses points forts. Yo, c'est ma chambre du coup. Dernier moment de détente. Steven se prépare et fait attention à son image. Mes affaires, gaming. Une nouvelle coupe de cheveux. Indispensable pour un sportif de haut niveau. Auparavant, je faisais du tennis. C'était un gros truc pour moi, c'était un gros truc dans ma vie. Et maintenant, League of Legends, ça devient une grosse partie de ma vie aussi. Et au tennis, depuis le début, je voulais devenir tennisman. Et je pense que je peux relier un peu les deux. C'est un peu les mêmes sentiments que je peux retrouver. C'est toujours cette même pression, cette même sorte de joie après un match gagné. Matériel, c'est ça. Clavier, souris, tapis de souris et casque pour parler. Si c'est pas mon matériel, je peux pas jouer. C'est un handicap. Hansama est très protégé. Il a un agent. T'es prêt, Steven, on y va? Un manager et un entraîneur. Alors à quelques heures de la finale, son programme est minuté. Je vais pas pouvoir m'entraîner, je pense, parce que j'ai pas le temps. Interview, maquillage, plus question de jouer, mais le coach n'est pas inquiet. Il faut que tu sois confiant, tu joues bien, très bien, tu es suffisamment entraîné et tu mérites de gagner. En dehors des vestiaires, les fans sont au rendez-vous. Quentin et ses amis sont venus de Grenoble pour assister à cette finale avec les couleurs de leur avatar préféré. On était content de mettre un peu de temps pour fabriquer et venir s'amuser ensemble en voyant tous les joueurs pros et la vraie foule et voir que le jeu vidéo, voilà, c'est plus associé à juste un geek boutonneux dans son coin, dans sa cave. C'est un vrai truc avec des milliers de personnes qui viennent crier dans un stade. Là, ça qui a quoi? Des habits, des fleurs. Très bon, allez-y. Les longues files d'attente se réduisent. Et l'ambiance explose dans l'arène de Bercy. Le jeu vidéo en 2017, c'est quelque chose de communautaire, c'est quelque chose qui se partage. Et les gens ont tendance à s'imaginer seuls devant notre écran. On n'est jamais seul. On est sur Skype, on est sur TeamSpeak, on communique, c'est une grande famille. Il y a autant d'émotions dans le sport. C'est incroyable. Et ce sera ainsi jusqu'à l'entrée de la star du jour.
parti dans le premier match. La compétition commence. Mal pour Hansama et son équipe, qui perdent les 2 premières manches. Mais le public, lui, fait preuve d'un soutien sans faille, ce qui impressionne les parents de Steven. On est fiers de lui. On est touchés, on est très émus. Et son frère, de jouer les décrypteurs. Je trouve que G2 pour l'instant, ils sont plus soudés que Misfit. Et j'espère qu'ils vont essayer de remonter ça et qu'ils vont trouver la solution. Un peu loupé Hansama. Il est coincé. Difficulté, le trick devait tomber. Le cul pour Hansama. Et si l'espoir renaît brièvement dans la dernière manche, les adversaires sont plus forts. G2 met à terre le Misfits. Le jeune prodige français s'incline à domicile. Mais ce soir-là, l'enjeu était ailleurs. Quand j'avais 11 ans, 12 ans, 13 ans, j'aurais même 14 ans, 15 ans, j'aurais jamais imaginé que je serais dans une finale des SS et en plus devant Paris, devant 12 000 personnes. Et ils ont chanté mon anniversaire. La première fois qu'il y a autant de personnes qui me souhaitent anniversaire. Bon anniversaire, quoi. Je suis super content. Hansama et son équipe sont déjà qualifiés pour les championnats du monde en Chine. Pour les préparer, il part dans les prochains jours affronter les meilleurs joueurs du monde en Corée. Bon anniversaire Hansama. Alors même si vous êtes très perturbé, comme moi, pour être tout à fait sincère par ce reportage, ce n'est pas une raison pour coller vos gamins de rechef devant un écran plutôt que de leur faire réviser leur fable de La Fontaine. Merci de nous avoir suivis. À suivre Canal Bis, l'actu revue est corrigée par Jordi et Martin. Bonne soirée à tous et à demain. À demain.